Bonjour à tous, on parle aujourd'hui du Grand Prix du Mexique avec Jean-Louis Moncey, notre expert Formule 1 sur Auto Plus. Un petit mot histoire avant de débuter, Jean-Louis, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les frères Rodriguez qui ont donné leur nom à ce tracé qui est basé à Mexico? C'était les deux frères Rodriguez, les plus grands espoirs mexicains de la course automobile. D'une famille assez aisée, mais je vais tout de suite emprunter les mots d'Enzo Ferrari pour décrire Ricardo. Ricardo qui s'est tué, très jeune, à 20 ans, sur le circuit de Mexico, en tentant de se qualifier avec une Ferrari. Et donc Enzo Ferrari disait, je voyais dans ce garçon le feu qui dévorait ses veines et qui finalement l'a consumé. C'est une phrase formidable, mais c'était ça. Pedro, lui, était plus sage, plus raisonnable. Il a gagné des courses en F1. Il y avait une histoire très amusante de Pedro Rodriguez, c'est qu'il avait une femme officielle en France et une maîtresse en Angleterre. Et pour pas que les deux femmes se rencontrent ou aillent voyager l'une l'autre, il avait acheté un chien à chacune, et vous savez que c'est très compliqué, avec les lois vétérinaires anglaises, de faire circuler les animaux. Voilà, ça je me souviens de ça, ça m'avait marqué. Donc il avait gagné les Grands Prix, et il s'est tué bêtement dans une course de seconde zone, une course d'intersérie, c'est-à-dire les Canam à l'européenne, qui n'était pas terrible, mais enfin comme il aimait courir, ça lui faisait également gagner beaucoup d'argent, il l'a fait, puis il s'est tué au Nürburgring en 71, voilà, fin des frères Rodriguez, mais ils avaient laissé au Mexique une empreinte tellement extraordinaire qu'on ne pouvait pas ne pas appeler le circuit de Mexico le circuit des frères Rodriguez. Alors ce tracé de Mexico a une autre particularité, c'est qu'il est à 2235 mètres d'altitude. Jean-Louis, quelles sont les conséquences pour les pilotes et pour les écuries d'être à une telle hauteur? Alors pour les pilotes, il y a déjà ce problème de souffle quand on arrive là-bas, pour tout le monde d'ailleurs. Mais ça, je crois qu'on s'y habitue, surtout les pilotes qui sont des grands sportifs. Alors pour les voitures, c'est bien plus problématique. D'abord sur l'aéro, on va dire qu'on a les ailerons de Monaco, c'est-à-dire calés comme des pelles, bien verticales, et finalement l'air est tellement peu dense que les pilotes ne ressentent pas cet effet des ailerons braqués à fond, et les voitures sont plutôt souples. Quant au moteur, si je peux résumer, il y a deux choses. Il y a déjà le refroidissement qui est un peu pénalisé, parce que il n'y a pas assez de densité dans l'air, et puis il y a que pour avoir la même rentabilité, la même puissance, excusez-moi du terme, la même puissance, les turbos forcent plus. Donc attention à la fiabilité. C'est ça les deux règles importantes des moteurs turbo en altitude. Le circuit de Mexico, c'est aussi de la variété, mais finalement un tracé assez quelconque, Jean-Louis? Alors c'est déjà un petit circuit, n'allons pas croire que c'est un 4 km 300, c'est pas des circuits à 5 ou 6 km, déjà. Même s'ils ont une apparence assez spectaculaire, moi je le préférais avant avec la courbe et le banking, où Senna, par exemple, a fait un tonneau magistral en 1991, ou cette sortie du banking qui était très compliquée et qui a vu beaucoup de cartons, dont Philippe Alliot, par exemple, qui s'en souvient encore, parce que ça avait vraiment cogné fort. Là maintenant, on a fait cette espèce de, comment dirais-je, de stadium, et ça c'est un peu différent. Mais c'est un circuit quand même où il y a 17 virages. 17 virages sur un peu plus de 4 km, ça fait beaucoup de virages à mon avis. Je reviens sur cet aspect stadium, c'est comme à Hockenheim. On dit que les pilotes peuvent entendre les supporters de leur cockpit. Est-ce que c'est vrai, Jean-Louis? Ça, c'est possible. C'est possible parce que c'est l'endroit où il y a le plus de spectateurs. Les Mexicains sont quand même très fans d'automobiles, ça on ne peut pas leur reprocher ça. Ils sont même un peu trop fans. Je rappelle que dans l'histoire, le premier Grand Prix, on a failli l'arrêter parce qu'ils étaient au bord de la piste. C'est Stewart à l'époque qui était venu leur faire la leçon, Jackie Stewart, champion du monde, en disant « mais écartez-vous, on va pas pouvoir conduire ». Donc c'est des dingues de la course automobile, ça l'est encore. Et dans ce stadium, comme on voit très bien les voitures, je pense qu'il y a une ambiance formidable. C'est possible que les pilotes entendent les spectateurs crier leur nom. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, la remise des prix, elle est dans le stadium. Elle n'est pas du tout dans la ligne droite des stands. Parlons à présent pneumatique. L'an passé, 5 des 10 premiers pilotes avaient opté pour une stratégie à un arrêt, mais finalement, c'est Max Verstappen, avec ses 2 arrêts, qui a remporté la victoire. Jean-Louis, quelles sont les conséquences d'avoir des pneus plus durs cette année? Alors, il y a deux choses dans ce que vous dites. Déjà, Verstappen, c'était une très belle performance de la Red Bull, il faut dire les choses comme elles sont, et puis du moteur Renault, qui souvent a très bien marché à Mexico. Mais pour ce qui concerne très spécifiquement les pneus, on sait que l'asphalte est assez peu abrasif. On sait qu'il y a un peu de stress, un peu de latéral. Enfin, le stress, il est 3 sur 5, dit Pirelli, donc c'est déjà au-dessus de la moyenne. Et puis, il y a beaucoup d'appui, et donc on est obligé de renforcer un peu tout ça. Et donc, la gamme Pirelli, la gamme centrale, c'est 2, c'est 3, c'est 4.
Je pense que c'est mieux, effectivement, que ce dont on parlait l'an dernier, où il y avait un peu de crainte, mais vous avez raison de le souligner, Verstappen s'était débrouillé à faire 2 arrêts, et ça avait mieux marché, puisqu'il avait gagné la course. Et Valtteri Bottas en avait fait 3, il avait fini 5e. C'est ça, par exemple, pour l'histoire. La météo ne s'annonce pas spécialement clémente, Jean-Louis. Est-ce que ça va être un facteur de spectacle supplémentaire? Alors ça, moi je n'ai jamais vu de Grand Prix du Mexique sous la pluie, donc je ne peux pas vraiment en parler. Je me demande si c'est pas un revêtement très lisse, et peut-être même trop lisse. Quelles heures de pluie à Mexico? Petite pluie fine ou bien des bourrasques d'orage qui peuvent arriver? Je ne sais pas si le drainage est très bien fait, je ne le crois pas d'ailleurs. Donc on verra bien, ça c'est le coefficient surprise de la F1. Alors il y a un autre coefficient surprise, c'est que Lewis Hamilton peut être titré à Mexico. Si, Jean-Louis, quelles sont les opportunités? Alors je crois que la meilleure des solutions, c'est lui est vainqueur, plus le meilleur tour, et Bottas pas mieux que 4e. Mais là, vous allez passer le petit diagramme de notre ami Irfan, parce que comme ça, eh bien, nos internautes pourront voir directement toutes les solutions possibles. Il y en a quand même un paquet. Hein. On a vu ça. Jean-Louis, dernière question à propos de Formule 1. Le V6 de Ferrari serait dans l'œil du cyclone. Il paraît que certaines équipes auraient demandé à la FIA de regarder plus attentivement le moteur parce que ses performances sont au-dessus du lot. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors déjà, Mercedes avait quand même soulevé un peu le lièvre en disant on ne comprend pas bien ce moteur Ferrari, là, comment il fonctionne. Les motoristes se parlent, puisqu'on sait que chez Ferrari, il y a des gens qui sont britanniques, il y a des gens, tout ce petit monde se parle. Peut-être que là-dedans, il y a un indice qui fait que ce n'est pas normal. Mais on verra bien. Déjà, vous savez que pour les questions de classement, on l'a déjà évoqué, vous et moi, Géraldine, Racing Point a fait saisir les pièces des freins des Renault. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose, mais si la FIA a accepté, je crois que c'est normal. C'est son rôle, à la FIA. Quelqu'un dit non, mais ça, c'est pas correct. C'est pas normal que Ferrari fasse ça, ça ou ça. À vous de vérifier. La FIA le fait. On verra bien les résultats. Attention. Il va falloir les plonger dans le moteur Ferrari. Là, c'est déjà plus compliqué. Et puis surtout, mais c'est possible, hein, c'est possible, parce que, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est pareil pour Mercedes ou Renault. C'est tellement à la limite, que de temps en temps, on peut passer dans le terrain neutre ou la zone grise, on va dire ça comme ça. Donc on verra bien. Je referme la parenthèse Formule 1, que ceux qui n'aiment plus la Formule 1 coupent cette vidéo, sauf à vouloir entendre parler un petit peu de Formule I, puisque des essais se déroulent en ce moment. Jean-Louis, est-ce qu'il y a un petit bilan à tirer de ce qui se passe en ce moment? Oui, je pense que déjà, sur 20 et quelques voitures, eh bien, il y en a plus de la moitié qui sont en 5 dixièmes, les 14 ou 15 premiers. 5 dixièmes, c'est pas mal, hein, pour des premiers essais. Pour l'instant, c'est BMW qui tire son épingle du jeu. Vous savez, il y a des différences sur les châssis, mais c'est quand même pour l'instant encore dans la réglementation actuelle les moteurs qui font quand même une petite différence. Et je vois BMW, Mahindra, DS, tout ça regroupé vers le haut du classement. Mais attention, ce sont les premiers essais. Sur un circuit qui n'est pas forcément un circuit représentatif de la Formule électrique, dont on sait que c'est un circuit généralement en ville, entre des murs. Là, c'était sur le Ricardo Torno à Valence, où j'ai même vu des essais de F1. Donc c'est un peu différent, même si on a aménagé le circuit. Donc on va voir, mais ces premiers essais sont assez concluants pour la plupart des équipes. J'ai vu que Nissan aussi était pas si mal que ça, avec mon copain Buemi. Vergne, bien placé. Et on a vu que le nouveau pilote de DS, D'Acosta, marchait pas mal. Et donc tout ça, c'est intéressant. Moi, je les surveille de près, vous savez, la Formule électrique, parce que, je le répète ce que je vous ai déjà dit, Géraldine, lors de la première course à Pékin en 2014, je pensais qu'il faudrait 50 ans pour remplacer la F1. Là, c'est peut-être plus court, parce que c'est les ingénieurs, les chercheurs, les pilotes de la Formule électrique, ils voient bien que l'avenir se précipite vers eux. Il y a des changements dans la voiture de tous les jours. Et la Formule électrique se place mieux au niveau de la communication là-dessus que la Formule 1, qui pourtant a fait faire d'énormes progrès aux batteries, à l'essence, à tout ça, etc. Et qui, dans ces petits bricolages de Formule 1, des petits bricolages d'argent, tu me prends un pilote, tiens, je te donne 1 million, etc., etc., laisse passer ce côté important, technologique de la F1, et que la Formule électrique s'en empare. Et je crois que c'est là où on va toucher du doigt bientôt les problèmes. Et pour conclure cette vidéo, un petit mot à tous les internautes qui ont envie d'en savoir plus sur le film Le Mans 66. Nous avons fait un très long entretien avec Jean-Louis Moncey et des pilotes de renom. Donc je vous invite à venir nous revoir sur notre chaîne YouTube, sur Dailymotion ou sur autoplus.fr à partir du 25 octobre pour tout savoir de ce long métrage.